qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat cet été, on a parlé d'investissement. Je le disais à l'instant, on a eu des gens comme Geneviève Morin chez Fonds d'Action, Geneviève Tanguay d'Ange Québec, etc. On a beaucoup parlé de start-up. Ce dont on a peut-être un peu moins parlé, puis bon, c'est un peu peut-être implicite, mais c'est que dans ces univers-là d'entrepreneuriat, d'investissement, de capital de risque, il y a toutes sortes de biais dans les décisions. Je lisais une étude là, qui a été menée sur 7705 fondateurs aux États-Unis. Là, c'est peut-être les données au Canada sont différentes, mais ces entreprises-là ont été soutenues par les 100 plus grands fonds d'investissement américains et c'est quand même fou les résultats. 89% des gens qui ont reçu de l'argent étaient des hommes déjà, donc ça laisse pas beaucoup de femmes. 71% étaient des blancs, 35% étaient basés dans un code postal de la Silicon Valley. Il y a 350 millions d'Américains et une personne sur trois qui reçoit de l'argent était dans cet endroit-là. Dernière chose, 14% des gens qui reçoivent de l'argent de capital de risque aux États-Unis viennent de 8 des 3982 établissements d'enseignement postsecondaire. Ces 8-là, c'est ce qu'on appelle la Ivy League, là, Harvard, Yale, etc. Bref, pour parler de tout ça, on a le grand plaisir d'accueillir Louis-Edgar Jean-François, qui est PDG du groupe 3737 et aussi cofondateur et président du conseil d'administration de Face Coalition, dont il va nous parler. Bonjour, Louis-Edgar. Bonjour, Francis. Excuse-moi de cette longue introduction. Je voulais poser la table un petit peu. Donc, commençons. Parlons de Groupe 3737, que j'ai connu, moi, il y a déjà quelques années, là, via toi, là, notamment, qui est organisé aussi autour d'un immeuble, rue Crémazie à Montréal. Qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi est-ce qu'un truc comme ça, tu as senti que c'était nécessaire au Québec? Mais dans le fond, le Groupe 3737, on est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. On est vraiment centré accompagnement de gens issus de la diversité ethnoculturelle dans leur projet entrepreneurial. Notre but, c'est vraiment utiliser ce véhicule-là pour être un moteur de développement économique, pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse, créer des ressources et faire en sorte qu'une partie de ces ressources-là soit réinvestie dans les collectivités. Donc, notre finalité, c'est vraiment une finalité sociale. On s'est installé dans le quartier Saint-Michel. Donc, vous savez, quartier Saint-Michel, un quartier considéré comme défavorisé. En amélioration, par exemple, mais toujours considéré comme défavorisé. Puis l'idée, c'était quoi? C'était vraiment d'utiliser ce véhicule-là pour voir dans quelle mesure on pouvait dynamiser ce quartier-là, dynamiser l'activité commerciale, puis vraiment faire en sorte que ce quartier-là améliore, si on veut, son indice de défavorisation. Par l'entrepreneuriat. Par l'entrepreneuriat, exactement. Donc, c'est vraiment la création de ressources pour vraiment investir puis faire en sorte qu'on fasse une différence avec de l'argent solide. Mettons, bon an, mal an, là, on parle de... C'est des jeunes, moins jeunes peut-être aussi, mais on parle combien de gens passent un peu par 3737, développent des entreprises, vendent des produits, des services. C'est quoi? Donne-nous quelques indicateurs. Par année, on a 350 entrepreneurs qui passent par nos 9 programmes d'accompagnement. Donc, on accompagne vraiment les entrepreneurs à tous les stades de la révolution entrepreneuriale, qu'ils soient en idéation, en accélération, en croissance, forte croissance. 350. C'est beaucoup, hein? Ma tête, c'était comme 35. Il y a carrément un zéro de plus. Tout à fait. Puis, on a le plaisir de pouvoir offrir nos services à l'échelle nationale. Donc, on a 12 bureaux maintenant à travers le Canada. Okay. On a accompagné en date du 31 mars dernier plus de 2200 entrepreneurs. On a aidé à la création de plus de 1300 emplois et collectivement, nos entreprises ont généré plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ah ouais, quand Donc, l'idée, c'est des résultats qui ont principalement été atteints au Québec. Nous, maintenant, on a le mandat du gouvernement de pouvoir voir fédéral, dans quelle mesure... Exactement. Surtout fédéral, mais aussi provincial, dans le fond, la province de Québec, mais fédéral, oui, pour l'expansion nationale, pour voir dans quelle mesure on peut répliquer notre modèle, puis essayer d'avoir les mêmes résultats dans d'autres villes à travers le Canada. Bon. Donc, vous visez les jeunes de la diversité ethnoculturelle. Bon, parfait, j'ai bien mémorisé la leçon. Évidemment, ce qu'on veut probablement pas faire, là, puis c'est un peu ma question, mais on veut pas créer comme un ghetto de gens. C'est ça. Fait, comment tu t'assures, bien que tu puises à cette diversité-là, que ça reste connecté, puis surtout que ça soit très connecté au reste de l'économie, aux gens qui ne sont pas issus de ces communautés-là? Est-ce que vous avez des passerelles? Est-ce que vous avez des mentors, des membres de votre conseil d'administration? Comment tu t'assures justement que ces produits-là puissent être vendus à tous les Canadiens, tous les Québécois, puis même à toute la planète éventuellement. Là, on parle de diversité ethnoculturelle, mais on parle aussi d'inclusion. À la fin de la journée, c'est vraiment, on veut s'assurer qu'on ait un écosystème inclusif. Donc, quand je dis inclusif, c'est que oui, on sert les gens issus de la diversité ethnoculturelle, mais on veut aussi s'assurer de pouvoir aider si quelqu'un
quelqu'un est Canadien de souche, s'il a besoin d'aide, on essaie de voir dans quelle mesure on peut l'aider. Aussi, je dis toujours, on n'a pas la prétention de faire le travail qu'on fait tout seul. Donc, c'est un écosystème d'accompagnement qu'on a mis en place. On travaille avec 112 partenaires de différents secteurs, publics, privés, l'écosystème entrepreneurial, communautaire, académique. Donc, c'est un écosystème d'accompagnement qui inclut différents acteurs. Donc, des différents acteurs qui n'ont pas cette connotation de diversité ethnoculturelle, mais qui quand même offrent un service. Ce que je nommais, le Fonds d'Action, Québec, c'est vos exactement, partenaires. Oui, exactement. On travaille avec eux, dans le fond, avec que ce soit Fonds d'Action, Philaction, le Fonds Afro-Entrepreneur. On parle aussi de tout à fait Ange Québec. Donc, j'ai le plaisir de rencontrer, de travailler avec Geneviève Tanguay. Donc oui, c'est vraiment, comme je dis, c'est un écosystème. Donc, c'est de cette façon-là, nous, ce qu'on est vraiment, on est un peu une courroie de transmission. Dans le fond, c'est vraiment entre l'entrepreneur issu de la diversité et vraiment les services, l'offre de services qu'il y a présentement sur le marché, que ce soit au Québec ou à travers le Canada. On parlait avec Phil avant l'émission, un de vos cofondateurs, puis une des figures de proue, c'est Franz Saint-Élémy, là, qui est comme, tu sais, quasiment une légende de l'entrepreneuriat au Québec. Bon, Ledartech, on connaît, c'est son entreprise, ça vaut des millions, c'est un super beau succès. De 3737, est-ce qu'il y a d'autres noms ou d'autres entreprises dont tu es particulièrement fier? Tu peux dire ça, tu sais, est-ce que vous en avez? Peux-tu nous en nommer quelques-unes? Ah oui, tout à fait. Ben, il y en a un. Tu sais, en particulier, je pense à Pape Wade et à Amanda Arciero de la compagnie Érudit. Comme je disais tout à l'heure, on a 9 programmes d'accompagnement. Donc, on commence vraiment au début de la vie entrepreneuriale. Puis vraiment, ils ont commencé dès le départ. Donc, ils avaient seulement une idée. On les a accompagnés. On a amené cette idée-là. On a créé cette base. Érudit, ils font quoi? Donc, Érudit, dans le fond, ils sont spécialisés dans tout ce qui est... ils ont développé un algorithme d'aide à la prise de décision en ressources humaines. Donc, qui utilise les concepts d'intelligence artificielle. Donc, sont passés... Je connais ça. sont passés... C'est plus le domaine à Phil. Ah oui, OK, d'accord. Bon, super, extraordinaire. Donc, sont passés d'une idée, puis là, aujourd'hui, ils ont plus de 40 employés. Ils génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ils sont vraiment leaders, dans le fond, dans leur industrie. Je pense aussi à un entrepreneur comme Sonel Merjuste et Yasmine, sa conjointe, la compagnie Aliments Mergex. Eux autres qui sont spécialisés dans tout ce qui est le tempeh. Donc, ils ont le tempeh. Donc, voilà, ils sont aujourd'hui... Il faut savoir bien cuisiner parce que sinon, c'est vraiment pas bon sinon. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est son leader, si on veut, ici au Québec, dans tout ce qui est tempeh. Je pense également à des entreprises comme Appli, maintenant qui est devenu un très bon ami, Thierry Lindor et son équipe avec Sean Muir, qui ont développé une plateforme d'aide à la recherche de financement et aux opportunités pour les entrepreneurs. Il y en a d'autres aussi. On a l'impression qu'ils pourraient aller... En fait, moi, j'ai connu Thierry au Santec. Oui, tout à fait. Parce qu'il était passé au Santec. J'étais mentor au Santec. Tout à fait. Donc, on parle d'un écosystème d'accompagnement. Donc, nous, vraiment, l'aspect plus... connecter concrètement, accompagnement personnalisé sur le terrain pour l'amener à aller chercher les ressources qu'il a besoin. Ce qui est extraordinaire, le Santec, c'est vraiment un organisme vraiment au niveau technique, au niveau de sa plateforme. Ouais, ils ont mis un créneau, mais c'est un peu ça ma question. C'est quel type d'entrepreneur cherchez-vous ou quel type de projet? Est-ce que vous êtes concentré en technologie, en santé ou c'est vraiment on aide les entrepreneurs de tout azimut? Exactement. Donc nous, on n'a pas une concentration. Nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est est-ce que l'entrepreneur est issu de la diversité culturelle, c'est un des éléments. On regarde aussi l'élément innovant du projet. Donc, l'innovation, c'est pas seulement tout ce qui est technologie. Ça peut être de l'innovation, dans le fond, dans les processus, dans les façons de faire. Et nous, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir répondre à des besoins. Tu sais, souvent, lorsqu'on parle d'organismes d'accompagnement, on est souvent, un réflexe, c'est d'aller chercher les meilleurs, les projets qui sont considérés avec le plus fort potentiel de croissance, mais également d'autres entrepreneurs qui ont également un potentiel, qui sont également des créateurs d'emplois. Donc, nous autres, c'est vraiment de dire, écoute, on a un écosystème d'accompagnement avec 9 programmes pour pouvoir justement supporter ces entrepreneurs qui, bien souvent, malheureusement, ne remplissent pas certains critères de d'autres organismes d'accompagnement entrepreneurial. Donc, nous, vraiment, on est là pour vraiment supporter le maximum d'entrepreneurs et de faire en sorte que tous ces entrepreneurs-là puissent participer, soient plus considérés et participer activement à l'économie canadienne. Est-ce que tu vois une différence entre les jeunes issus de communautés ethnoculturelles comparativement à
je vais utiliser le terme que j'utiliserai jamais, là, mais les Blancs du Québec. Là, j'essaie de voir, moi, il y a certaines communautés qui me viennent en tête qui sont très entrepreneuriales. Je vais les nommer, là, jamais je ferai ça, mais la communauté juive, extrêmement entrepreneuriale. De l'enfance à... Ils sont comme mindés, la famille, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça dans d'autres communautés culturelles? Ouais. Nous autres, ce qu'on essaie de faire dans l'accompagnement, on essaie d'y aller en fonction des priorités. Donc, c'est sûr qu'un organisme comme le nôtre, compte tenu de ce que tu viens de dire, la communauté juive, est-ce qu'elle a réellement besoin d'un organisme comme le nôtre pour développer leur projet? Par contre, lorsqu'on parle de communautés... Probablement à d'autres étapes. Exactement, probablement à d'autres étapes. Mais lorsqu'on parle des communautés noires, lorsqu'on parle des communautés autochtones, lorsqu'on parle des communautés maghrébines, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'adresser les enjeux d'accès. Quand on parle d'enjeux d'accès, accès à des capitaux, accès à des réseaux et accès à du coaching, du mentorat. Donc, nous, c'est vraiment et accès à des ressources. Donc, c'est adresser les enjeux d'accès. Puis, bien souvent, il y a des communautés qui ont plus de difficultés à accéder justement à ce que je viens de mentionner. Donc, nous, dans l'accompagnement entrepreneurial, on focus là-dessus, c'est comment qu'on peut faciliter cet accès-là. Donc, je disais tout à l'heure, on a créé un écosystème, donc des partenaires avec qui on travaille, 112 partenaires. On adresse, on veut, l'enjeu d'accès à des ressources. L'enjeu d'accès à des capitaux, on a travaillé à mettre en place avec les gouvernements, le gouvernement fédéral surtout, 2 fonds significatifs. On a le plaisir d'être au centre de leur création avec le gouvernement, puis d'autres acteurs à travers le Canada. Donc, c'est un fonds de 200 millions de dollars pour aider les organismes à but non lucratif qui desservent les communautés noires spécifiquement dans un contexte de renforcement de capacité. Et on a mis en place un autre fonds qui est de 272 millions de dollars, qui est celui-là, le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui vient offrir non seulement du financement, donc adresser les enjeux d'accès à des capitaux, mais également aider des organismes comme le groupe 3737 pour assurer un accompagnement entrepreneurial adéquat et consolider le travail de adresser les enjeux d'accès. Louis-Edgar, j'ai une question personnelle à te poser. Oui, vas-y. Personnel. Non, mais juste en fait, c'est parce que... Non, mais c'est parce que, tu sais, on entend plein de choses au Québec, tu sais, puis certains médias sont pas très gentils sur qualifier le Québécois blanc de raciste. Tu sais, je lis ça souvent. Puis ce qui me stupéfait là-dedans, c'est parce que moi, j'ai 2 jeunes enfants. Puis honnêtement, là, je ferais venir mes 2 garçons. Mes garçons ne voient pas les couleurs. D'aucune façon. Puis j'ai plein d'anecdotes. Là, j'ai une sœur adoptive et mon frère a réalisé qu'elle n'était pas de notre couleur à 10 ans. Mais avant ça, il n'a jamais même posé la question à savoir. C'est extraordinaire. Mais tu sais, je pense que ça, c'est une génération. Moi, j'ai 47 ans, ils sont plus jeunes que moi. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, avec plein d'initiatives comme la vôtre, d'enlever cette façon de voir des couleurs dans la peau des gens? Tout à fait. Mais c'est ça l'objectif, dans le fond. Tu sais, quand on parle d'inclusivité, tu sais, la façon de servir les gens issus de la diversité ethnoculturelle, c'est encore une fois, c'est de créer cette connexion-là, puis créer cet élément de compréhension. À la fin de la journée, la diversité ethnoculturelle, tu sais, je dis toujours, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle la richesse culturelle. Je pense aujourd'hui, tu sais, on est toujours dans un contexte d'innovation. Oui, l'innovation en technologie, mais l'innovation aussi dans les façons de faire. Puis la richesse culturelle des gens issus de la diversité, c'est un élément extrêmement important qui vient optimiser, si on veut, les façons de faire ici au Québec. Donc, nous, c'est vraiment de créer cette courroie-là entre ces façons de faire et ce qui se passe ici au Québec. Au Québec, on sait, on développe bien des belles initiatives. Donc, oui, effectivement, c'est sûr que... Puis encore une fois, il faut faire attention de ne pas généraliser. Ouais. Tu sais, comme tu dis, des gens comme toi, tu sais, des gens comme de ton entourage qui ne voient pas cette différence-là. Mais par contre, il y en a d'autres qui la voient, cette différence-là. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment de continuer cette courroie de transmission-là, continuer cette connexion-là, faire le nécessaire pour que éventuellement, à la fin de la journée, on dise, on ne voit pas, que tout le monde ne voit pas, que personne ne voit qu'il y a une différence, puis qu'on parle d'une race, la race humaine. Moi, je te ramènerais sur le terrain pur de la finance et de l'économie, Louis-Edgar, que t'es comptable de formation. Oui, CPA de formation, Bon, tu le sais comme moi, la conjoncture actuelle, l'inflation, les forts taux d'intérêt fait en sorte que beaucoup d'entreprises ont de la difficulté à se financer. Les investisseurs dansent un petit peu à savoir, c'est quand même alléchant de mettre de l'argent dans un CPG quand tu peux faire du 5%. Pourquoi je le risquerais dans une start-up et des projets risqués? Je vois des entreprises
entreprises qui empruntent à des taux de 10 là, selon la nature du risque perçu par les institutions financières. Ouais. Est-ce que toi, quand même, qui est à la tête de plusieurs des initiatives que tu as mentionnées, est-ce que tu vois un impact sur les jeunes et moins jeunes entreprises que vous accompagnez? Est-ce qu'elles vivent plus de difficultés? C'est quoi un peu ta réflexion sur le rapport entre la conjoncture, le macro, et ton activité qui, elle, est très micro sur des... En fait, micro au sens sur des entreprises individuelles? Mais il y a un élément qui est important dans l'accompagnement entrepreneurial, tout ce qui est les concepts de littératie financière. Je pense que c'est un élément aussi, l'éducation financière est extrêmement importante. C'est sûr que lorsqu'on parle de la diversité ethnoculturelle, il y a toujours eu cette façon, on parle de bootstrapper, oui, mais on parle de trouver des façons compte tenu des enjeux d'accès, surtout des enjeux d'accès à des capitaux, mais des façons de voir à comment pouvoir s'autofinancer. Puis dans ce contexte-là, souvent, il y a des décisions, que ce soit l'utilisation du crédit, que ce soit la façon de s'autofinancer, souvent, c'est des façons nécessairement qui sont pas nécessairement toujours optimales. Donc, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'amener les gens qu'on sert, les gens qu'on accompagne, à comprendre tous les éléments de littératie financière qui incluent ce que tu mentionnes dans le fond, la compréhension des taux d'intérêt, la compréhension de au niveau du financement, est-ce que c'est la meilleure façon de se financer, c'est de prendre un prêt. Donc nous, au groupe 3737, on a ce qu'on appelle une séquence de financement qu'on utilise. Donc on regarde vraiment, encore une fois, il y a énormément d'opportunités ici au Québec et à travers le Canada de financement. Donc quand on parle d'opportunités, on parle de subventions. On parlait du gouvernement provincial également, il y a énormément d'opportunités fédérales également. Donc notre idée, c'est vraiment de connecter l'entrepreneur avec des opportunités qu'on dirait gratuites en premier. Par la suite, une fois qu'on a épluché tout ça... On aime ça, les opportunités gratuites. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'aime pas ça. Non, exactement. Puis après ça, on regarde dans la séquence, c'est quoi le financement? C'est des prêts sans intérêt, donc il n'y a pas de coût. Après ça, on regarde ce que tu mentionnes, là, les prêts à juste valeur marchande, traditionnels avec des hauts taux d'intérêt. Puis finalement, en dernier lieu, une fois qu'on a épluché toutes les autres opportunités, on regarde après ça, est-ce que le dilutif, capital action, exactement, est-ce que ça peut être une opportunité. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est, oui, je pense pas que c'est un enjeu diversité ethnoculturelle, les éléments économiques que tu as mentionnés. Je pense que c'est un enjeu qui est plus global. C'est tous les entrepreneurs qui sont québécois, Mais à la fin de la journée, comment on essaye de pallier à ça, c'est de dire, écoute, comment, dans la séquence de financement que j'ai mentionné tout à l'heure, comment qu'on assure que l'entrepreneur ne voit pas l'aspect taux d'intérêt, l'aspect de ses difficultés de ce côté-là, mais qu'on le connecte avec des opportunités qui sont, je pense, accessibles, puis qui vont faciliter l'octroi de financement, puis leur permettre une évolution optimale dans le projet. Surtout quand on est en démarrage. Oui, exactement. Ça peut être très inquiétant. Bref, je pense que c'est une œuvre nécessaire. Œuvre, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, un travail absolument nécessaire. Des organisations, que ce soit 3737 ou FACE, dont on a un peu moins parlé, là, mais dont tu es beaucoup impliqué, qui sont nécessaires. Donc, on voulait te remercier, Louis-Edgar, d'avoir été avec nous à l'émission. Merci de l'invitation. C'était super le fun. Je rappelle donc Louis-Edgar Jean-François, qui est PDG du groupe 3737 et le cofondateur et président du conseil d'administration de FACE Coalition. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, puis on va se reparler certainement bientôt, Louis-Edgar. Merci.